Morgan Freeman, là de la crise du sans-abrisme, prend une décision bouleversante. Il va vivre dans la rue pendant une semaine, déguisé en sans-abri. Mais ce qu'il va apprendre va bouleverser son monde et entraîner un changement inattendu. Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous suivez aujourd'hui. Morgan était assis dans son magnifique manoir, regardant les informations du matin. Un nouveau reportage sur les sans-abri expulsés du centre-ville. Il secoua la tête, pensant à l'argent qu'il avait sur son compte bancaire tandis que d'autres n'avaient rien. « Je ne comprends pas », dit-il à son assistante, Linda. « Comment peut-on passer à côté de la souffrance comme si de rien n'était ?» Linda posa sa tablette. « Peut-être êtes-vous trop éloigné de la réalité, monsieur Freeman. Vivre dans cette bulle, entouré d'assentiments et de luxe. » Ces mots frappèrent Morgan de plein fouet. Il se leva et alla à sa fenêtre, regardant son jardin parfait. « Vous savez quoi? Vous avez raison. J'ai besoin de voir la vérité de mes propres yeux. » Linda le suivit. « Que voulez-vous dire? Je vais vivre comme un sans-abri. Une semaine dans la rue. Pas de téléphone, pas d'argent, pas d'identité. » Morgan se retourna pour la regarder, les yeux sérieux. « J'ai besoin de comprendre ce que c'est vraiment. Êtes-vous fou? » Linda lui saisit le bras. « Vous ne pouvez pas faire ça, c'est dangereux. Et si quelqu'un vous reconnaît ?» Morgan sourit. « C'est là que vous intervenez. J'ai besoin que vous m'aidiez à disparaître. » Au cours des jours suivants, ils travaillèrent avec une maquilleuse professionnelle. Ils firent vieillir Morgan, le salir, le rendirent totalement différent. Ils achetèrent de vieux vêtements dans une friperie, les usèrent. Ils s'entraînaient même à le faire marcher différemment, à parler différemment. « N'oubliez pas, » dit Linda le dernier jour, « si quelque chose ne va pas, appelez-moi. J'aurai une voiture là-bas en quelques minutes. » Morgan secoua la tête. « Pas de filet de sécurité, ce n'est pas comme ça que vivent les vrais sans-abri. J'ai besoin de vivre cette expérience pour de vrai. » Tôt, un lundi matin, avant le lever du soleil, Linda conduisit Morgan dans un quartier difficile de la ville. Il portait un jean déchiré, une vieille veste militaire et ne portait rien d'autre qu'une pancarte en carton. « Dernière chance de changer d'avis », dit Linda, l'inquiétude dans la voix. Morgan la regarda. « Je dois le faire. Quelque chose en moi me dit que c'est important. » Il sortit de la voiture. Linda le regarda s'éloigner, disparaissant dans les ombres de la ville. Morgan Freeman, l'un des acteurs les plus célèbres du monde, avait disparu. À sa place, il n'y avait plus qu'un sans-abri de plus dans la rue. Au lever du soleil, Morgan trouva un endroit près d'une intersection animée. Il s'assit sur le béton froid, sa pancarte en carton disant « Tout aide, que Dieu vous bénisse ». Les gens commencèrent à passer. Personne ne le regarda. Personne ne sourit. C'était comme s'il était devenu invisible. « Voilà ce que ça fait », pensa-t-il, serrant sa veste contre le froid du matin. « Voilà ce que ça fait quand le monde cesse de vous voir comme un être humain. » Un homme d'affaires en costume coûteux passa, parlant au téléphone de millions de dollars de transactions. Il ne jeta même pas un coup d'œil à Morgan. Une mère serra son enfant contre elle lorsqu'ils passèrent. Un groupe d'adolescents riait et pointèrent du doigt. À midi, Morgan avait faim, vraiment faim. Il n'avait rien mangé depuis. La veille au soir, il avait mal au dos à cause du béton. Il avait froid aux mains. Pour la première fois de sa vie, il comprit vraiment ce que signifiait n'avoir rien. « Ce n'est que le premier jour », murmura-t-il. « Certaines personnes vivent comme ça pendant des années. » Au coucher du soleil, Morgan trouva une ruelle où d'autres sans-abri se rassemblaient. Un vieil homme nommé Tom lui montra où il était sûr de dormir. « La première nuit est la plus difficile », dit Tom, partageant un morceau de pain avec Morgan. « Mais vous vous y habituerez. Nous tous. » Morgan se coucha sur le sol froid ce soir-là, levant les yeux vers les étoiles entre les bâtiments. Il pensa à son lit chaud à la maison, à sa cuisine pleine de nourriture, à sa vie de luxe. Une seule larme roula sur sa joue. « Je me suis promis une semaine, » pensa-t-il. « Une semaine pour comprendre. Une semaine pour apprendre la vérité sur la façon dont nous nous traitons les uns les autres. » Il ferma les yeux, essayant de dormir. Demain serait une autre journée de leçons, une autre journée pour voir le monde avec des yeux différents. Mais il n'avait aucune idée à quel point cette expérience allait le changer à jamais. Morgan se réveilla avec des douleurs au dos. La ruelle était froide et sa veste était mouillée à cause de la rosée du matin. Tom, le sans-abri qui l'avait aidé la veille, était déjà réveillé. « Nuit difficile, hein ?»
demanda Tom en aidant Morgan à se relever. « Votre première nuit sur du béton, je peux le dire. » Morgan hocha la tête, les os douloureux. « Comment faites-vous ça tous les jours, Tom? Vous faites ce que vous devez faire pour survivre, » dit Tom. « Allez, je vais vous montrer où prendre un café gratuit. » Ils allèrent à une église où des bénévoles servaient le petit déjeuner. Morgan fit la queue avec une trentaine d'autres. Sans abri, une femme dans la soixantaine distribuait des gobelets de café et des beignets en polystyrène. « Que Dieu vous bénisse !» disait-elle à chaque personne. Mais Morgan remarqua qu'elle ne les regardait pas dans les yeux. Après le petit déjeuner, Tom montra à Morgan comment ramasser des canettes pour de l'argent de recyclage. Ils poussèrent des chariots à travers les ruelles, fouillant dans les poubelles. Les mains de Morgan se salirent. Ses vêtements commencèrent à sentir mauvais. « Attention aux policiers », avertit Tom. « Ils n'aiment pas qu'on fouille. Dans les poubelles, même si personne d'autre ne veut de ces choses. » Vers midi, ils essayèrent de se reposer sur un banc dans le parc. Un policier arriva immédiatement. « Vous ne pouvez pas dormir ici, » qui dit-il fermement. « Débrouillez-vous. »« On est juste assis », essaya d'expliquer Tom. « Je vous ai dit de vous débrouiller », répéta le policier en posant la main sur sa ceinture. Ils se levèrent et s'en allèrent. Morgan se sentit humilié. Hier encore, les policiers lui auraient demandé son autographe. Maintenant, ils le traitaient comme un criminel. Plus tard dans l'après-midi, Morgan vit un visage familier dans la rue. C'était un acteur avec lequel il avait travaillé dans 3 films. Il faillit le saluer par habitude, mais il se ravisa. L'acteur passa juste à côté de lui, laissant tomber quelques pièces dans la tasse de Morgan sans même le regarder. « Merci pour le $, vieux copain », murmura Morgan après son passage. Ce soir-là, quelque chose arriva qui brisa le cœur de Morgan. Une jeune mère avec 2 jeunes enfants sortit d'une épicerie. Elle comptait ses pièces, l'air inquiet. Ses enfants pleuraient, disant qu'ils avaient faim. Morgan regarda Tom s'approcher d'elle. « Tiens, » dit-il, lui tendant l'argent qu'ils avaient gagné en recyclant des canettes. « Prends ça. Tes enfants en ont plus besoin que moi. » La femme se mit à pleurer. « Je ne peux pas prendre votre argent, » dit-elle. « S'il te plaît, » insista Tom. « J'ai déjà eu faim. Aucun enfant ne devrait avoir à ressentir ça. » La femme prit l'argent, serrant Tom dans ses bras. Ses enfants sourirent. Ils retournèrent au magasin et achetèrent du pain et du beurre de cacahuètes. Morgan sentit des larmes dans les yeux. « Tom, c'était tout votre argent pour aujourd'hui. » Tom haussa les épaules. « Parfois, il faut aider les autres, même quand on n'a rien, surtout quand on n'a rien. C'est ça qui nous rend humains. » Ce soir-là, de retour dans la ruelle, Morgan ne pouvait pas dormir. Il n'arrêtait pas de penser à la gentillesse de Tom, à la mère et à ses enfants, à la vitesse à laquelle le monde avait changé une fois qu'il avait enfilé ses vieux vêtements. « Ça va ?» demanda Tom, voyant que Morgan était réveillé. « Je réfléchis, » répondit Morgan, « à quel point j'avais tort sur tant de choses. Nous avons tous des leçons à apprendre, » dit Tom, « même les sans-abri comme moi. » Morgan se sentait coupable de garder son identité secrète à Tom. Cet homme ne lui avait montré que de la gentillesse, et Morgan lui mentait. « Tom » commença Morgan, voulant avouer. Mais Tom était déjà endormi. Morgan leva à nouveau les yeux vers le ciel nocturne. Sa 2e journée dans la rue lui avait appris plus sur l'humanité que des années à Hollywood. Mais il savait qu'il y avait encore des leçons à venir, d'autres vérités à apprendre, d'autres douleurs à vivre, et demain apporterait des défis encore plus difficiles. Le 3e jour commença par la pluie, une pluie torrentielle, le genre de pluie qui vous imbibe de partout. Morgan et Tom se blottirent sous l'auvent d'un magasin, essayant de rester au sec. « C'est le pire, » dit Tom, grelottant. « Être mouillé et avoir froid, sans nulle part. Où aller ?» Une jeune serveuse sortit du restaurant en face. Son badge indiquait « Sarah ». Elle portait 2 tasses de café chaud. « Tiens », dit-elle en leur tendant les tasses. « Je vous vois les gars dehors tous les matins. J'ai pensé que vous pourriez en avoir besoin aujourd'hui. » Les mains de Morgan tremblaient lorsqu'il prit la tasse. La chaleur était incroyable. « Merci, ma chérie. Vous êtes un ange. » Sarah sourit. « J'ai déjà été là. Ma mère et moi avons vécu dans notre voiture pendant 1 an quand j'étais petite. Quelqu'un nous a aidés à l'époque. Maintenant, c'est à mon tour d'aider. » Après son départ, Tom s'essuya les yeux. « Vous voyez, il y a encore de bonnes personnes. Il faut juste chercher plus longtemps pour les trouver. » Plus tard dans la journée, ils rencontrèrent d'autres de ces anges. Un petit garçon leur donna son argent de poche. «
Un vieil homme partagea son parapluie. Un musicien de rue les invita à s'asseoir sous sa tente pendant qu'il jouait de la guitare. Mais la plus grande surprise vint de Linda, l'assistante de Morgan. Elle marchait dans la rue, probablement pour le surveiller. Elle fit semblant de ne pas le reconnaître, mais laissa tomber un billet de 20 $ dans sa tasse. « C'est beaucoup d'argent, » dit Tom avec enthousiasme. « On peut manger de la vraie nourriture aujourd'hui. » Ils allèrent dans un restaurant bon marché. Le caissier les regarda avec suspicion, mais prit leur argent. Morgan et Tom commandèrent une soupe chaude et des sandwichs. Pendant qu'ils mangeaient, Tom raconta son histoire à Morgan. Il était autrefois professeur. Il avait une femme, 2 enfants, une belle maison. Puis sa femme est tombée malade, un cancer. Les factures médicales ont tout pris. Après le décès de sa femme, il s'est effondré. Il a perdu son emploi, son logement, et ses enfants ont cessé de lui parler. « Parfois, la vie vous brise, » a dit Tom doucement. « Et une fois brisé, il est difficile de se reconstruire. » Morgan a pensé à tout l'argent qu'il possédait, à la facilité avec laquelle il aurait pu aider Tom. Mais cela aurait signifié révéler sa véritable identité. Plus tard dans l'après-midi, ils ont rencontré un jeune homme nommé Mike. Il était nouveau dans la rue, effrayé et désorienté. Ses parents l'avaient mis à la porte pour son homosexualité. « Je ne sais pas quoi faire », a dit Mike en pleurant. « Je n'ai nulle part où aller. » Tom a posé son bras sur les épaules de Mike. « Reste avec nous ce soir, gamin. On verra ce qu'on peut faire demain. » Morgan a observé Tom partager sa couverture avec Mike, lui donnant la moitié de son sandwich. Voici un homme qui n'avait rien, donnant tout ce qu'il pouvait pour aider les autres. Ce soir-là, Morgan n'a pas pu dormir à nouveau. Il n'arrêtait pas de penser à l'histoire de Tom, à la souffrance de Mike, à la gentillesse de Sarah, à la façon dont le pays le plus riche du monde pouvait laisser les gens souffrir ainsi. Il a pensé à sa propre vie, à tous les films qu'il avait réalisés sur la justice et le fait de bien agir. Mais qu'avait-il vraiment fait pour aider? Vraiment fait, et non pas seulement évoqué? La voix de Tom a percé les ténèbres. « Tu penses trop fort encore, mon ami. » Morgan a ri doucement. « Je me demande juste comment le monde est devenu si fou. Certains ont trop, d'autres n'ont rien. Et la plupart des gens passent juste à côté, faisant semblant de ne rien voir. L'astuce, c'est de garder son cœur ouvert, » a dit Tom. « Même quand le monde le brise, c'est le seul moyen que les choses changent un jour. » Morgan a fermé les yeux, sentant les larmes couler sur ses joues. Demain serait le 4e jour. Il était à mi-chemin de sa semaine dans la rue, mais il savait déjà que sa vie ne serait plus jamais la même. Le 4e jour a été particulièrement dur. La police est venue évacuer leur ruelle tôt le matin. Ils ont dit qu'il y avait eu des plaintes de la part des commerçants locaux. « Mais où sommes-nous censés aller ?» a demandé Mike, la voix tremblante. « Ce n'est pas mon problème », a répondu le policier. « Débrouillez-vous. » Ils ont rassemblé rapidement leurs maigres affaires. Tom a aidé Mike à porter son sac à dos. Morgan a regardé les autres sans-abri se disperser, comme des animaux effrayés. Plus tard dans la matinée, Tom est tombé malade, vraiment malade. Il toussait beaucoup et ne pouvait pas arrêter de trembler. « Il te faut un médecin », a dit Morgan, inquiet pour son ami. « Pas d'hôpitaux. » Quel était Tom? « Je ne peux pas me le permettre. Ils vont simplement me refouler. » Morgan se sentait impuissant. Dans sa vraie vie, il pouvait appeler les meilleurs médecins du pays. Mais ici, déguisé en sans-abri, il ne pouvait rien faire. Ils ont trouvé un nouvel endroit derrière un vieux hangar. Mike est allé chercher des médicaments dans une clinique gratuite. Morgan est resté avec Tom, qui allait de plus en plus mal. Un groupe d'adolescents les a trouvés là. Ils ont commencé à lancer des pierres, à les insulter. « Trouvez-vous un travail, les clodos !» a crié un garçon. « Allez mourir ailleurs !» a hurlé un autre. Morgan s'est levé, en colère. « Nous sommes des êtres humains !» a-t-il crié en retour. « Tout comme vous !» Une pierre a frappé Tom à la tête. Il s'est mis à saigner. Les adolescents se sont enfuis en riant. Ce fut le point de rupture de Morgan. Il ne pouvait plus supporter. Il a sorti le téléphone d'urgence que Linda avait caché dans son manteau. « J'ai besoin d'une ambulance », a-t-il dit lorsqu'elle a répondu. « Et j'ai besoin que vous veniez nous chercher, nous tous. » Linda est arrivée en 20 minutes avec une ambulance privée. Lorsque Morgan a commencé à enlever son déguisement, Tom et Mike sont restés bouche bée. « Vous êtes Morgan Freeman ?» a murmuré Mike. « Je le suis », a répondu Morgan, la voix brisée. « Et je suis tellement désolé de vous avoir menti.
Mais je vais arranger ça. Les ambulanciers ont emmené Tom dans un hôpital privé. Morgan s'est assuré qu'il savait que toutes les dépenses seraient prises en charge. Mike était assis dans la voiture de Linda, toujours sous le choc. À l'hôpital, Tom a reçu un traitement pour une pneumonie. Morgan s'est assis près de son lit, toujours vêtu de ses vêtements sales. « Pourquoi avez-vous fait ça ?»« Ah ça, demandait Tom faiblement. « Pourquoi avez-vous vécu comme nous ?» Morgan a pris la main de son ami. « Parce que j'avais besoin de comprendre, vraiment comprendre. Et maintenant que je comprends, je ne peux pas simplement retourner regarder depuis mon manoir. »« Qu'est-ce que vous voulez dire ?» a demandé Tom. Morgan a souri. « Je veux dire que je vais utiliser ce que j'ai appris, utiliser mon argent, ma renommée, mon pouvoir, vraiment les utiliser, et non pas seulement en parler. » Il s'est tourné vers Mike. « D'abord, on va te trouver un logement, te remettre à l'école. » Mike s'est mis à pleurer. « Pourquoi vous m'aideriez-vous ?»« Parce que c'est ce que les humains devraient faire, » a répondu Morgan. « C'est ce que Tom m'a appris. » Tom a essayé de protester. « Je n'ai pas besoin... »« Si, tu en as besoin, » l'a interrompu Morgan. « Nous avons tous besoin d'aide parfois, et maintenant c'est à ton tour de recevoir au lieu de donner. » Ce soir-là, Morgan était assis dans la chambre d'hôpital en regardant ses deux amis dormir. La fièvre de Tom était tombée. Mike avait mangé son premier vrai repas depuis des jours. Ils étaient en sécurité. Mais Morgan n'arrêtait pas de penser à tous les autres, à tous les sans-abri qui étaient encore dehors, à tous les Tom et Mike qui n'avaient pas eu la chance de rencontrer une star de cinéma déguisée. Il a sorti son téléphone et a appelé son avocat. « Je veux créer une fondation, a-t-il dit, et je veux le faire tout de suite. » 3 mois plus tard, Morgan se tenait devant un tout nouveau bâtiment en centre-ville. L'enseigne indiquait « Centre d'espoir Freeman Thomas ». Tom se tenait à côté de lui portant un costume propre, ayant retrouvé la santé. « Je n'arrive toujours pas à croire que vous l'avez nommé ainsi en mon honneur, » a dit Tom en hochant la tête. Morgan a souri. « C'est toi qui m'as appris ce que signifie la vraie gentillesse. Cet endroit t'appartient autant qu'à moi. Le centre d'espoir n'était pas qu'un simple refuge pour sans-abri. Il était différent, spécial. Il y avait de vrais lits, pas seulement des lits de camp, une cuisine complète, des salles de classe pour la formation professionnelle, des médecins qui venaient tous les jours, des travailleurs sociaux qui se souciaient vraiment. Mike y travaillait maintenant, gérant des programmes pour les jeunes, LGBTQ. Il vivait dans un appartement à l'étage et suivait des cours universitaires en ligne. « Prêt à couper le ruban ?» a demandé Linda, tenant les grandes ciseaux. Morgan a regardé la foule rassemblée pour l'inauguration. Des reporters, des représentants de la ville, des célébrités, mais aussi des sans-abri de la rue, de vraies personnes qui avaient besoin d'aide. « Avant de commencer, » a dit Morgan au microphone, « je veux vous raconter une histoire de ce que j'ai appris en vivant dans ces rues. » La foule s'est tue. Morgan leur a tout raconté, sa semaine de déguisement, la cruauté qu'il avait vue, les anges. Comme Sarah la serveuse, qui travaillait toujours au restaurant mais allait maintenant à l'école d'infirmière grâce à l'aide de Morgan. Mais surtout, a dit Morgan, la voix pleine d'émotion, j'ai appris que nous ne sommes qu'à un mauvais coup du sort de devoir avoir besoin d'aide. Et nous ne sommes qu'à un acte de gentillesse de changer la vie de quelqu'un. Tom s'est avancé et a aidé Morgan à couper le ruban. Les gens ont applaudi et crié. À l'intérieur, le bâtiment était déjà plein. Des sans-abri recevaient des soins médicaux, prenaient des douches, mangeaient des repas chauds, rencontraient des conseillers pour l'emploi et le logement. « Ce n'est que le premier, » a dit Morgan à Tom. « Nous en construisons d'autres, dans toutes les villes que nous pouvons. » Tom a hoché la tête, s'essuyant les yeux. « Tu as bien fait, Morgan. Vraiment bien. » Plus tard dans la journée, Morgan est retourné dans la ruelle où il avait passé ses nuits dans la rue. Elle était vide maintenant, propre, différente. Sarah du restaurant est passée après son service. Elle a apporté du café comme avant. « La boucle est bouclée », a-t-elle dit en tendant une tasse à Morgan. De vous servir du café sous la pluie à servir du café au café du centre. Morgan a pris le café. La vie est drôle comme ça, parfois, il faut tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. Ce soir-là, Morgan était assis dans son manoir, regardant le reportage télévisé sur l'inauguration du Centre d'Espoir. Mais sa maison semblait différente maintenant. Il se sentait différent. Son téléphone a vibré, c'était un texto de Mike. « Je viens d'aider mon premier enfant à sortir de la rue.
Il est en sécurité maintenant. Merci d'avoir changé ma vie pour que je puisse changer celle des autres. Morgan a souri, se souvenant de ce matin froid où il s'était assis pour la première fois sur le trottoir avec son panneau en carton. Il avait voulu comprendre comment vivait l'autre moitié. Au lieu de cela, il avait appris comment tout le monde devrait vivre avec le cœur ouvert, des mains secourables et le courage de faire bouger les choses. Le lendemain matin, il commencerait à travailler sur les plans du prochain centre d'espoir. Et du suivant. Et du suivant. Parce qu'il connaissait maintenant la vérité. Tout le monde mérite une seconde chance. Tout le monde mérite de l'espoir. Et parfois, les plus grands changements commencent par une seule personne qui décide de voir le monde avec des yeux différents.